cigarette then. Give me a cigarette then. Salut la compagnie, c'est Lilian Lloyd et bienvenue sur ce Lloydcast épisode 5. Alors, dans la catégorie des remarquables, je t'ai déjà présenté une auteure de théâtre punk, un romancier auto-édité très engagé, un chanteur-compositeur énervé et un coach sportif bouddhiste. Pour mon 5e invité, je te propose d'aller à la rencontre d'un homme qui manie la plume théâtrale avec une aisance déconcertante et qui était aussi drôle dans ses textes que dans la vie. Et crois-moi, c'est rare. C'est un comédien de one man très naturel. Il est aussi fin que son tour de taille ne l'est pas. Je sais, on avait dit pas le physique. Il a toujours le bon dernier mot et j'imagine qu'il va me tacler plus d'une fois dans cet échange. Nicolas Maury, bienvenue. Bonjour Lilian, merci de m'avoir présenté avec autant de bienveillance. C'est encore une fois un plaisir de savoir que même à l'oral, je suis gras du bide. Voilà. Donc merci Nicolas d'être présent aujourd'hui. Donc tu as 27 ans comme tous mes autres invités, ce qui est assez incroyable. On partage quelque chose. Depuis 11 ans, oui. Tu vis de ton métier d'homme de théâtre. Tu écris des pièces, tu joues dans tes one man shows. Le plus fameux de tes one man fut Fuck Off, mais ça on en reparlera. Et tu donnes aussi des cours de théâtre dans ta région qui est Bagnols-sur-Cèze, dans le Gard, à quelques 30 km d'Avignon. Ton accent montre que tu es originaire de Bourgogne. Absolument, ouais, natural born Bourgon. Ouais, non, moi je suis vraiment un produit du sud-est, du Gard. Ouais, il y a pas que des électeurs du Front National dans le Gard, j'en suis la preuve vivante. On s'est rencontrés il y a 1 an et demi, alors comme la marraine de ce Lloydcast, Natacha Astuto, que je salue. Que j'embrasse pour ma part, mais de partout. On s'est rencontrés lors de ce festival de théâtre, où on avait en commun aussi, bien sûr, notre parrain que nous embrassons, comme le bon pain, ouais, voilà, on l'embrasse comme le bon pain, on lui fait des papouilles et des mimis, quoi. Moi, j'ai envie de l'embrasser comme le parrain, tu sais, j'ai envie de lui passer la bague. ouais, mais il y a une différence donc puisqu'on parle de lui, entre Jean-Paul Allègre, puisque c'est de lui qu'on parle, et le parrain du film, c'est que Marlon Brando caresse un chat dans le film et Jean-Paul Allègre caresse lui les auteurs, et pas forcément toujours dans le sens du poil, mais en tous les cas, c'est vrai que quand on se retrouve sous sa bienveillance, on en sort toujours plus grand et beaucoup plus confiant en soi-même. C'est quelqu'un qui arrive à donner une confiance grâce à sa bienveillance, donc c'est quand même un luxe. Il y a une tradition dans le Lloydcast, je propose à boire virtuellement, bien sûr, à mes invités. Ouais. Qu'est-ce que tu prends ? Je vais prendre une Red Bull, tiens, ça me rappellera les festivals dans lesquels on s'est croisés, parce que moi je tourne pas mal à la Red Bull pendant le festival d'Avignon notamment, donc pour le coup, même si c'est pas encore la saison, buvons une petite Red Bull ensemble. C'est dans le sud qu'on dit la Red Bull ? Ouais, je sais pas, le Red Bull, je sais pas en fait, je parle assez rarement de Red Bull autour de moi. En préparant cet épisode sur toi, j'ai découvert qu'il y avait un autre Nicolas Maury. Mais bien sûr, oui. Et vraiment, c'est Nicolas Maury, hein, M-A-U-R-Y. Ah oui, même orthographe. Et avec un Wikipédia, je me dis, waouh, Nicolas, il a un Wikipédia. Et je me suis rendu compte qu'il avait un tout petit peu plus de cheveux que toi. Oui, il a plus de cheveux que moi, et il est également donc. C'est un théâtreux aussi pour le coup, donc Nicolas Maury qui est en ce moment à l'affiche d'un spectacle dont on parle beaucoup, peut-être un peu trop, le jeu de l'amour et du hasard là, qui est, c'est un personnage assez marrant parce qu'il est à la fois au théâtre et puis des fois il fait des panouilles dans des films comme Les Tuches, et donc comme on a vraiment la même orthographe, il tourne aussi dans la série 10% de France 2, et du coup ça fait quelques années que de temps en temps j'ai des messages de gens qui me disent mais t'es dans Les Tuches, on t'a vu sur l'affiche, et donc je dois m'excuser en disant non, je suis désolé, ce n'est pas moi, pardon. Il y a des gens qui me disent on t'a vu au générique de 10%, mais on t'a pas reconnu. donc ça va. Mais si, c'était moi la fille là. Non, voilà. Donc pour le coup, voilà, c'est assez marrant. On s'est croisés avec l'autre Nicolas Maury. On s'est croisés une fois à Paris. On avait un petit peu discuté, et je sais que c'est arrivé que nous soyons présents à Avignon en juillet. Alors lui dans le in et moi dans le off. Donc c'est assez rigolo, cette espèce d'hydre à deux têtes là. Et je crois qu'une année il a même reçu un courrier qui m'était à la base adressé d'une comédienne qui m'injuriait parce que visiblement je disais du mal d'elle dans mon spectacle. Et c'est lui qui avait reçu la lettre. Donc pour le coup ça m'avait arrangé. J'espère tout de même qu'il reçoit pas mes droits d'auteur, ça m'ennuierait. Tu te définis comme auteur vivant jusqu'à preuve du contraire, et c'est drôle parce qu'on a ça en commun, parce que je me suis toujours défini comme un auteur contemporain pas encore mort. Pas encore mort, ouais.
Est-ce qu'on a tous les deux un problème avec la mort? Je sais pas si c'est un problème, mais alors moi ça m'est venu au départ dans les programmes. Je reparle encore d'Avignon, ça va faire le mec obsédé, mais dans les programmes du Off il y a quelques années, je sais pas si tu te souviens, les auteurs étaient classés en auteurs vivants et pudiquement autres auteurs. Ça m'avait toujours amusé. Moi, je dis ils auraient dû assumer et mettre auteur mort. Donc c'était parti de là, moi, pour rigoler. Et puis évidemment, je pense que c'est pareil pour toi. C'est aussi parce que Dieu sait que j'aime les classiques, mais enfin c'est aussi pour une manière pour dire aux compagnies n'oubliez pas de jouer les auteurs vivants. Comment t'en es arrivé justement à cette écriture? T'as une formation? Ah non, pas du tout. Je suis autodidacte, si on peut dire. Je n'ai absolument pas fait d'études dans ce sens. Moi, j'ai fait des études d'histoire à l'université, donc remarque d'histoire, de l'histoire avec un H aux histoires avec un petit S. Il y a un petit pas à faire. Non, moi l'écriture, j'y suis arrivé par l'ennui, voilà, tout simplement l'ennui d'un homme qui n'aimait pas jouer au foot ou faire du vélo avec les autres mômes de son âge, qui n'aimait pas non plus trop les jeux vidéo, même si dans les années 80 c'était pas encore ce que c'est aujourd'hui, et qui s'enquiquinait pas mal. Donc ce garçon-là s'est mis à se raconter lui-même des histoires et à les écrire. Donc l'écriture, je suis arrivé par l'ennui et par la lecture aussi, bien sûr, puisque c'est en lisant que je me suis dit tiens, c'est quand même pas mal, ça a pas l'air si compliqué que ça. Bon, évidemment, j'ai appris plus tard que c'était pas si facile, hein. Mais ouais, c'est vraiment grâce à l'ennui. Je remercie beaucoup l'enfant ennuyé que j'étais, parce que sans lui, je serais pas l'adulte passionnant que je suis aujourd'hui. Mais alors, il y a l'écriture et l'écriture, c'est-à-dire que t'as choisi quand même le théâtre, ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé au fur et à mesure de tes recherches d'écriture? À 10 ans, 11 ans, j'écrivais des sketchs, je faisais des imitations à l'époque, c'est terrible à dire, et j'écrivais mes petits sketchs d'imitation. Et je me rappelle, j'avais fait un concours de jeunes talents d'un festival d'humour où il y avait que des gens de 20, 25, 30 ans, et puis moi j'avais 10, 11 ans au milieu. Et l'écriture théâtrale, c'est parce que voilà, en plus d'écrire, j'aimais quand même bien faire mon intéressant et monter sur la chaise à la fin du repas pour faire rigoler un petit peu tout le monde. Donc voilà, ça s'est un petit peu imposé comme ça. Par rapport au one man, est-ce que donc finalement c'est quelque chose qui s'est imposé à toi, comme tu dis? Moi, je sais que l'écriture, je suis tombé dedans parce que j'ai un problème de mémoire quand j'étais enfant, et j'ai commencé à écrire de peur de perdre les jours qui se suivaient. Donc moi, c'est plutôt né d'un traumatisme. Toi, tu me dis que c'est né de l'ennui. Et le fait de prendre la parole en public comme ça, c'est petit à petit ce qui t'a amené au one man, c'est ça? Oui, c'est-à-dire que j'ai vraiment, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai aimé être drôle, faire rire, me faire un petit peu remarquer. J'étais pas très très bien dans ma peau, quoi, hein. Clairement, quand j'étais gamin, j'étais très très gros, plus qu'aujourd'hui, si tu arrives à le croire, proportionnellement parlant, bien sûr. Je me sentais déjà différent. Alors je m'identifiais pas encore comme homosexuel à 10 ans, mais je pense que c'est quelque chose qui existe déjà. Donc du coup, je me sentais déjà très à part, et malgré tout, j'avais pas envie de m'effacer, j'avais pas envie qu'on m'oublie. Donc c'est quelque chose qu'on entend souvent, ça, chez les gens qui font de la scène ou qui sont comiques, comme on dit. C'est pas un mot que j'aime beaucoup. C'est-à-dire faire le malin, faire l'intéressant, faire rire pour exister autrement, répondre aux moqueries par une vanne bien placée, bien cinglante, et du coup pousser la logique jusqu'à monter sur scène pour raconter ces histoires. Donc ça s'est fait vraiment de manière assez naturelle. Je pense que ça n'a surpris personne quand j'ai fait mon premier vrai one man, j'avais 20 ans. Personne s'est dit tiens, mon Dieu, quelle surprise, Nicolas monte sur scène pour raconter des bêtises. Ça semblait une évidence à tous les gens qui me connaissaient un petit peu. Pour toi, est-ce que tu préfères écrire ou jouer, ou est-ce que c'est égal, ou est-ce que ça remplit en fait deux fonctions totalement complémentaires? Je préfère clairement écrire, parce que jouer, ça me plaît jusqu'à un certain point. J'aime pas jouer trop longtemps. Je suis quelqu'un qui se lasse et qui s'ennuie. Encore l'ennui.
Et encore l'ennui, voilà. Mais celui-là, c'est pas l'ennui, c'est la lassitude, voilà, on va dire plutôt. Parce qu'il y a l'ennui qui me plaît, parce que c'est l'ennui qui permet au cerveau de tourner un petit peu en se disant tiens, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais inventer. Mais la lassitude, alors c'est terrible de dire ça, mais c'est vrai que parce qu'il y a des gens pour qui jouer, et je le sais, et j'en connais beaucoup, c'est vraiment une drogue, c'est vraiment un moteur, c'est vraiment quelque chose qui leur plaît énormément. Moi, pour le coup, je sais qu'au bout d'un moment, quand je vais jouer un spectacle un peu trop souvent, ça va me saouler, clairement. T'as besoin de nouveauté. Ouais, j'ai besoin de nouveautés. Et puis je me saoule moi-même, quoi. Je veux dire, parce que c'est quand même assez infantilisant d'être comédien. Parce qu'on dépend du regard de l'autre. On a tout le temps besoin qu'on nous dise qu'on est bien, qu'on est formidable, qu'on nous aime. J'ai l'impression que ça nécessite d'être tout le temps dans un ego très fort. J'ai l'impression qu'on ne parle que de soi presque quand on joue, quand on ne fait que jouer. Il y a des gens qui doivent bondir en entendant ça, des comédiens qui doivent se dire il est idiot celui-là. Mais moi c'est voilà, quand je joue, j'ai ce sentiment-là surtout ce sont des seuls en scène, quoi. Donc au bout d'un moment voilà, ça me saoule. Alors que l'écriture jamais. Voilà, je n'ai jamais eu de lassitude à écrire, vraiment. T'es un acteur de one man beaucoup. Est-ce que tu joues dans des pièces, dans tes propres pièces aussi ou pas? Alors j'ai pas, j'ai pas joué dans une pièce depuis très longtemps parce que alors j'ai une expérience avec une compagnie. On a joué Ionesco, la cantatrice chauve, pendant très longtemps. On a fait quasiment 400 représentations de cette pièce très célèbre, et ça m'a permis de rencontrer quelques-uns de mes amis les plus proches qui sont devenus quasiment une deuxième famille, et je les embrasse s'ils écoutent. Mais depuis cette expérience-là, non, mes expériences de jeu se sont limitées à mes one man. Tu donnes aussi énormément de cours de théâtre. Oui, bah mon quotidien, c'est d'abord et essentiellement l'enseignement du théâtre, parce que j'ai depuis presque 20 ans, depuis 1990, j'ai 27 ans, j'ai commencé à 7 ans, j'avais oublié que j'avais 27 ans. Depuis 99, donc j'ai commencé à animer des ateliers d'expression théâtrale, donc dans ma bonne ville de Bagnols-sur-Cèze, et au fil des années, cette pratique s'est bien développée parce que ça se passe bien, parce que c'est chouette, ça me plaît beaucoup, et ça plaît pas mal aussi autour de moi. Donc il y a des établissements scolaires qui sont venus me chercher, des écoles primaires, des collèges, des aventures qui se sont imposées. On m'a proposé de faire du théâtre à des personnes âgées malades d'Alzheimer. Donc c'est des aventures extraordinaires. Des élèves en situation de handicap, des jeunes élèves en situation de handicap, des troupes d'adultes, des troupes amateurs d'adultes qui sont donc venus à moi. Donc du coup, mon quotidien, c'est ça, quoi, c'est faire du théâtre tous les jours. Dans ces cours de théâtre, alors moi j'en ai donné aussi. Alors un peu comme toi, j'ai travaillé avec toutes sortes de publics. Ça allait des autistes aux détenus, en passant par des mélancoliques, tendances dépressifs, et le dernier stade avant le suicide. Ce qui se prendra personne quand on connaît un petit peu ton théâtre. Exactement, j'aime beaucoup les suicidaires. Mais justement, alors aujourd'hui j'en suis un peu plus loin, parce que j'ai l'impression d'avoir voulu passer à autre chose. Mais moi, ce qui me motivait, c'était le désir de transmission à l'intérieur de ça. Complètement. Oui, complètement. Pas devenir, en tout cas, pardon, je te coupe, mais pas devenir avec un dogme ou quoi que ce soit. Mais certainement pas, ouais. J'ai la chance d'être invité à faire des masterclass dans des cours de théâtre, parce que j'ai une petite notoriété, donc ça me permet de pouvoir venir aussi, mais jamais il y a de dogme dans le discours. Je trouve que c'est important. De toute façon, s'il y a du dogme dans le discours, il reviendra toujours pour te mordre les fesses, le dogme, quoi, hein, parce que c'est-à-dire à un moment, le dogme, c'est un boomerang qui te revient toujours dans la gueule à un moment, je pense. Non, alors moi, j'aime bien m'imaginer comme un créateur d'espace de jeu. Voilà, j'ai en face de moi des gens pendant 1 heure, pendant 2 heures. Je les connais plus ou moins bien, et je me dis, pendant ce laps de temps, je vais créer un espace de jeu dans lequel ils vont se sentir en sécurité, et dans lequel ils vont pouvoir
jouer, c'est quand même extraordinaire, parce que malgré ce que j'ai pu dire sur ce que je ressentais moi quand je jouais, c'est quand même extraordinaire. Et si je continue à en faire autant des cours de théâtre, c'est parce que très honnêtement, et c'est un cliché, mais c'est une vérité absolue, j'apprends autant des gens que je rencontre que j'espère leur apprendre. Et donc, tu as écrit combien de pièces ? On doit dépasser la vingtaine de pièces. Oui, bon, tu sais, ça fait toujours petit poussé, Lilian, quand on te parle, hein, puisque tu as une œuvre prolifique et chacune de tes pièces est de qualité et tu te répètes pas. Donc ouais, moi, si tu veux, c'est grâce à, encore une fois, aux ateliers de théâtre, hein, que j'ai écrit autant parce qu'il faut de la matière et que je me tiens l'année prochaine, j'ai ce groupe-là, cette troupe-là. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur faire jouer? Et puis ces pièces évoluent comme ça. Donc ouais, une vingtaine de pièces, mais après certaines n'ont été jouées que 2 ou 3 fois, quoi. La plupart même, hein, j'ai envie de te dire, la plupart n'ont été jouées que 2 ou 3 fois, et d'autres ont eu une vie un peu. Sur toutes ces pièces, tu en as édité combien? Alors j'ai édité 6 ouvrages chez Alna Éditeur. Alna Éditeur, oui. Voilà, Christine Ferragu, alors Alna Éditeur aujourd'hui n'existe plus, ça a muté, c'est devenu, j'ai oublié le nom du nouveau projet d'édition de Christine Ferragu, je crois que c'est Jules et Jim Expression de théâtre, je crois que c'est ça. Donc moi j'ai édité 6 ouvrages, alors je dis ouvrages, pas pièces, parce que dans le lot il y a 2 recueils de chroniques, qui sont les chroniques du Off, qui ont donné lieu au spectacle Fuck Off. Alors il y a un petit personnage dans le Lodcast qui est une petite souris. Et cette petite souris, si j'étais à sa place et que je voulais voir Nicolas Maury travailler, qu'est-ce que je verrais? Elle verrait quelqu'un qui finalement s'amuse pas mal en écrivant. Je suis pas du tout le genre de mec qui se prend la tête et qui souffre à l'écriture. Est-ce que tu as des rituels? Assez peu. Non. On va dire que le rituel se fait plutôt avant, hein, très en avant. C'est-à-dire que moi, quand je me mets à écrire, c'est que dans ma tête tout est déjà bien placé. Mais les situations, les personnages, j'y pense très en amont. J'y pense la nuit quand j'ai des insomnies. J'y pense en voyage. Enfin voilà, je pense à des trucs. Et puis quand je me mets à écrire, c'est que tout ça est déjà assez clair dans ma tête. Donc ça sort assez vite finalement. Mais non, je ritualise pas vraiment l'écriture. J'écris, on va dire dans le silence plutôt. J'écoute pas vraiment de musique. J'écris quand je peux. Voilà, c'est bête à dire, mais quand on a une activité professionnelle comme la mienne, même si elle tourne autour du théâtre, j'attends d'avoir le temps d'écrire. Il y a des frustrations à ce niveau-là parfois, puisqu'il y a des choses qui ont envie de sortir, mais on n'a pas le temps de s'y poser. Je peux pas me poser et écrire juste une petite demi-heure comme ça, c'est pas possible. Il faut que j'ai au moins 3-4 heures devant moi pour pas me sentir interrompu dans mon flow. Donc, mais sinon, non, je ritualise assez peu tout ça. Qu'est-ce qui t'inspire? Souvent, c'est quand même les absurdités, mes propres absurdités d'abord, et puis celles des autres. Souvent, le langage m'inspire, le langage chez les autres, les expressions qu'ils vont employer, une phrase qui va sortir comme ça. Mais c'est quand même les absurdités qu'on s'impose qui m'inspirent le plus. Quand je vais constater, il y a des choses où je me dis, mais qu'est-ce qui nous prend, quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui nous prend? Et ça me fait rire, même si sur le papier c'est pas très drôle, je finis toujours par en rire. J'aimerais, même si j'essaie d'écrire des choses qui ne sont pas de la comédie, ça sort toujours en comédie chez moi de toute façon. Donc, je crois que mon esprit, il est tordu dans ce sens-là, et donc pour le coup, mais ouais, c'est ça qui m'inspire. Parfois, tu as des sujets, et j'ai pu lire en exclusivité, je crois, une pièce qui n'est pas sortie. Tu prends des sujets parfois un peu borderline, je vais dire, et même dans ton écriture. Enfin, on va en parler avec Fuck Off aussi, mais par exemple, je me souviens d'une pièce dont j'ai plus le titre en tête, mais c'est quand même un sans contrefaçon, ça s'appelle. Voilà, déjà, on voit à quoi tu fais référence, mais enfin, il y a du djihadisme avec de l'homosexualité. Oui, mais alors effectivement, le pitch de cette pièce c'est sûr que le pitch seul, on se dit, mais ce type est malade. c'est effectivement, c'est un djihadiste amateur, c'est-à-dire un type extrêmement maladroit, qui est un peu le Pierre Richard du djihadisme, et qui va
ça on le comprend un peu plus tard dans la pièce, mais pour en fait reconquérir un amour perdu, veut faire un coup d'éclat et se décide à faire une forme d'attentat dans un club gay, sauf qu'il y a une espèce d'énorme quiproquo et qu'il se retrouve embringué dans une histoire avec un garçon dans ce club gay. Donc et c'est vraiment voilà un pur vaudeville, on va dire, avec ce point de départ là. Mais c'est l'idée d'écrire cette pièce. Je me suis pas dit tiens je vais faire un truc hyper provocateur, je vais mettre un djihadiste comme ça va choquer tout le monde. Non, hein, c'est pas ça. C'est juste que moi ce qui m'amuse c'est les postures quoi. Et comment est-ce qu'on peut à un moment avoir autant de haine sans connaître les gens, et du coup ça aurait pu être quelque chose d'extrêmement grave et lourd, mais non j'en ai fait une comédie complètement déconnante parce qu'une fois que les masques tombent et une fois que les personnages commencent à se connaître un petit peu, on ne peut plus qu'en rire. T'es un garçon très fin, t'es un garçon très incisif, t'as un humour absolument corrosif, et ça t'a valu. Tu as écrit un spectacle, donc des chroniques du off, qui je crois était une émission de radio. Enfin, c'était dans une émission de radio. Qui sont devenu un spectacle qui s'appelait Fuck Off. Oui, Festival d'Avignon. Donc, il s'est joué 3 années. Oui, c'est ça, de 2012 à 2014. Ouais, c'était à force d'observer toutes ces absurdités inhérentes au Festival d'Avignon que tu connais aussi bien que moi. J'ai commencé à noter des petites choses, et puis voilà, des petites choses, par exemple le tractage, c'est cet exercice absolument épouvantable, cette espèce de torture médiévale qui te force à interrompre les gens dans leur repas pour leur vendre ton spectacle. Enfin, moi, c'est quelque chose, c'est épouvantable. Le fait de coller des affiches sur des cartons pour en recouvrir une des plus jolies villes du monde parce que c'est le folklore et parce que ça se fait. Enfin bon, tout un tas de trucs comme ça que j'observais. Et puis un jour, voilà, il y a une radio locale qui m'a proposé de faire des chroniques, donc tout ça est sorti assez facilement sous forme de chroniques, qu'ensuite j'ai retravaillé pour les publier, je pensais pas du tout en faire un spectacle, et c'est Alexandre Vanadia qui est un ami qui a lu les chroniques, qui m'a dit attends, mais il faut absolument en faire un spectacle de ça. Alors au début je voyais pas trop comment, je comprenais pas trop comment ça pouvait, et puis finalement j'y m'y suis collé, et ça a été une aventure assez top, parce que effectivement c'est un spectacle qui a très 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 bien marché pendant 3 saisons. On aurait pu le jouer encore longtemps, mais comme je te le disais tout à l'heure, c'est pas trop mon genre de tirer trop sur la bête et de jouer les choses trop longtemps. Mais voilà, c'est un spectacle dans lequel je dézinguais un petit peu tout ce qui me semblait stupide dans ce festival qui est un festival d'argent avant tout, et pour finir par mettre en valeur tout ce qui me plaît dans ce festival, qui est un festival de cœur aussi, pour dire aux spectateurs qui ne le savent pas forcément, tous les efforts que ça demande aux artistes d'être présents à Avignon, donc pour essayer de leur donner conscience de ça, et en même temps pour finir en disant c'est quand même extraordinaire de se dire que pendant 3 semaines chaque année depuis 50 ans, des milliers d'artistes se retrouvent devant des dizaines, des centaines de milliers de spectateurs. Vous vous rendez compte que voilà, on est encore là, quoi. On est encore là, on a encore besoin les uns des autres. Je vais faire mon petit moment Jean-Paul Allègre. Ce que je trouve formidable avec toi à chaque fois, dès que je lis ou je vois un de tes spectacles, t'es absolument corrosif. Tu dézingues, mais vraiment tout le monde. Tu déboîtes à longueur de réplique, et tu finis toujours avec une note d'espoir qui emporte le tout. Là-dessus, je veux parler de ton dernier spectacle qui s'appelle Replay, et je crois 2000 ans de théâtre, 3000 ans de théâtre. Ouais, 3000 ans de théâtre en 1h10. En 1h10, où tu retraces, comme son titre l'indique, les 3000 ans de théâtre. Et tu le fais avec une maestria, moi que je trouve, j'ai pris un pied incroyable à voir ce spectacle l'année dernière. Tu mélanges
Shakespeare avec Game of Thrones. Enfin non, c'est pas Shakespeare. C'est plutôt Racine. Enfin, Racine. J'arrive à Game of Thrones via Racine et via Alexandrin, mais et après on bifurque sur Shakespeare parce que de toute façon tout ça c'est un gros cousinage. Et voilà. Et donc à des moments tu en mets plein la tête à tout le monde et tu finis encore avec une ode qui est faite au public. Qui est juste magique, qui m'a vraiment foutu, alors qu'on s'est marré pendant 1h05 et les 5 dernières minutes, tu finis en nous mettant une espèce de petite boule à la gorge qui est très 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 fort. Mais merci déjà de tous ces mots, ça me touche beaucoup. C'est ce que je suis, moi je pense, c'est-à-dire que il est inenvisageable d'être de dézinguer, d'être corrosif, d'être méchant si on n'aime pas un peu les choses dont on parle. J'essaie dans mes pièces et dans mes spectacles de ne parler que de choses que j'aime au départ, et des fois les choses que j'aime on les fait mal ou on leur fait du mal, donc ça j'en parle et je m'en plains et c'est là que je suis corrosif. Mais après il faut quand même rappeler à chaque fois que si on n'aime pas les choses, faut pas les faire. Donc moi je fais les choses parce que je les aime, et donc on termine toujours par ça. Et effectivement, Replay, c'était essentiel pour moi parce que je parle de l'histoire du théâtre, de terminer en parlant des personnages les plus importants au théâtre, à savoir les spectateurs. Les spectateurs sans qui, c'est vraiment tarte à la crème au possible ce que je dis, les spectateurs sans qui il est absolument inutile de faire du théâtre. Ou alors voilà, ça s'appelle de la schizophrénie à ce moment-là, c'est un type qui fait l'imbécile tout seul dans son salon. Mais rappeler aux gens qu'on ne les prend pas pour des acquis. Je trouve que trop souvent, les spectateurs arrivent à la fin du processus, quand le spectacle est fait, fini, monté, bouclé, on se dit « Ah oui, tiens, d'ailleurs, au fait, il va falloir que les gens viennent le voir ». Pour moi, c'est marcher sur la tête. Il faut d'abord, avant d'envisager créer un spectacle, penser qu'il y a des gens, des vrais gens qui vont venir le voir, qui vont vraiment payer leur place, prendre des heures de leur temps, de leur vie pour venir voir ton spectacle. Donc, si tu les aimes pas un tout petit peu, ces gens, eh ben, fais autre chose. Sais-tu qui a dit l'ambition, c'est la richesse des pauvres? Non, je ne sais pas, non. Bon, c'est Marcel. Emmanuel Macron? Non. Marcel Pagnol, pas loin. Grand auteur de théâtre d'ailleurs, qui est souvent regardé un peu de haut comme un folkloriste, mais qui n'en est pas un. Et donc justement, l'ambition, c'est la richesse des pauvres. Est-ce que toi, tu te sens très pauvre ou pas pauvre du tout? Ou est-ce que ce que tu as aujourd'hui te convient? Et par là, j'entends, est-ce que à un moment, tu veux sortir de ta région? Les pièces sortent forcément parce que tes bouquins sont édités, mais est-ce que tu as à un moment caressé ou pas l'ambition parisienne? C'est très chouette cette question, parce que ça va m'obliger à repenser à tout ça. Oui, forcément, à un moment. On fera un autre épisode si tu veux pour répondre. Non, forcément, à un moment, l'ambition parisienne, ça semble un passage obligatoire dans nos métiers. C'est-à-dire que à 20 ans, quand j'ai fait mon premier one man, j'ai eu des opportunités, je suis monté un petit peu jouer dans les scènes ouvertes au Carré Blanc, le Carré Blanc, le cabaret qui était à Pigalle, faire des trucs comme ça, et j'ai détesté. Profondément cette ambiance là où les humoristes étaient en compétition les uns avec les autres, où les couteaux étaient tirés. Moi j'étais vraiment tout jeune, j'étais vraiment un puceau de ce milieu-là, et j'étais au milieu de gens qui roulaient leur boss depuis des années, et j'ai vraiment détesté ça, donc ça m'a un peu refroidi. Et puis très honnêtement, avec tout l'amour que j'ai pour tous mes amis parisiens, je déteste la vie parisienne. Avant, je pouvais m'en accommoder, je pouvais monter, rester 2 mois pour travailler sur un spectacle, et j'étais content de redescendre au bout de 2 mois. Aujourd'hui, c'est devenu 2 semaines, c'est maximum, quoi, vraiment. Donc de ce point de vue-là, quitter ma région, non, vraiment, clairement. Et ensuite, par rapport à mes ambitions, de quoi je rêve aujourd'hui? Ça va être pouvoir continuer à écrire, trouver toujours des gens qui vont jouer mes pièces, mais honnêtement, j'ai pas de rêve de notoriété, j'ai pas de délire
d'être connu, reconnu. C'est pas ça du tout. Moi, j'ai une vie que j'aime beaucoup, avec un homme que j'aime infiniment, dans une on a un cocon qui est formidable. On est entouré de plein de gens merveilleux. Je fais un métier que j'aime, je m'ennuie pas. Si ça continue comme ça, franchement, je signe. Parlons de ton autre passion absolue et pour laquelle je suis à chaque fois effaré, le cinéma, parce que t'es un vrai dingue de cinéma, t'es cinéphage et cinéphile. Ouais, cinéphage j'aime bien effectivement parce que cinéphage c'est le manger du film. Cinéphile, je le suis sans doute, mais c'est vrai que des fois ça dans la tête des gens, cinéphile, on pense cahier du cinéma, positif, tout ça, quelqu'un qui va théoriser. Qui me plaît, moi, c'est dans la même dans la même journée, d'aller voir effectivement un film d'auteur russe et puis d'aller voir le dernier X-Men, quoi. J'embrasse le cinéma dans sa globalité. J'essaie de pas faire de cases, mais c'est vrai d'ailleurs aussi pour le théâtre, pour la littérature, pour tout, quoi. Ce qui m'emmerde, ce sont les chapelles. Donc je me fais autant chier avec un geek qui ne peut parler que des films Marvel. Ou j'en sais rien, ou des ou des d'action coréens, qu'avec un type qui ne voit que les films de Robert Bresson ou de Philippe Garrel. Donc non, pour moi l'idée c'est d'aller tout voir. Évidemment on peut pas tout voir, mais de passer d'un plaisir à l'autre sans faire de hiérarchie. Il y a un journaliste que j'aime bien qui est à France Bleu Vaucluse qui s'appelle Michel Flandrin, un journaliste culture qui m'a défini un jour en disant mais vous avez une culture de spectateur. Et ça me plaît bien, c'est-à-dire voilà, vous aimez ce qui est bon. Il m'a dit vous aimez ce qui est bon, quelle que soit l'origine du produit, si on peut dire. Et ça me va bien, ça, voilà. Donc en cinéma, c'est ça. J'aime les bons films. Ça t'a jamais caressé l'idée d'écrire des scénarios, de travailler, déjà peut-être de faire des courts-métrages. Moi, pendant des années, j'ai fait des courts-métrages entre 95 et 2000 avec une association que j'avais créée qui s'appelait No Comment Movies. D'ailleurs, on peut trouver des films sur YouTube. Est-ce que toi, tu t'as jamais caressé l'ambition de scénario ou peut-être de dialoguiste, parce que tu as un vrai talent dans le dialogue? Alors c'est étonnamment non, je sais pas pourquoi, mais c'est vrai que le cinéma, il y a quelque chose que je sais pas. Alors je suis pas en train de dire que je vénère le cinéma comme un dieu que je n'oserais approcher, mais j'ai pas abordé l'écriture cinématographique, alors que Là où je m'en suis le plus rapproché, c'est dans la pièce Quentin, Woody, Steven et moi, où effectivement le cinéma était au cœur du récit et faisait avancer les personnages. On était dans un vidéoclub qui était en train de mourir. C'est ça, et dans une relation amoureuse qui est en train de mourir en même temps. Donc le Fredo, le protagoniste, sa femme le quittait et il fermait son vidéoclub et du coup il revivait son histoire d'amour via le prisme des films qu'il avait aimés. Et effectivement, le dialogue, comme tu le dis, ouais, si je devais entrer dans un travail cinématographique, ça serait sans doute par le dialogue. C'est souvent ce qui me navre dans certaines comédies qui sont parfois bien pensées, très bien interprétées, mais il me manque souvent le dialogue qui claque. Le génie absolu, c'est Jean-Loup Dabadi. Jean-Loup Dabadi qui écrit, voilà, qui était le scénariste, le dialoguiste de Sauté, de Yves Robert. Alors il y a des gens qui ne jurent que par Michel Audiard. Non, moi c'est Jean-Loup Dabadi. Voilà, on est d'accord. Mais de toute façon, moi, c'est même le cinéma d'Yves Robert dans l'ensemble. Voilà, évidemment. Mais c'est évident. Mais quand on voit les Malheureux, quand on voit ta pièce Les Malheureux, on comprend de suite que tu aimes Jean-Loup Dabadi parce que tu as écrit une amitié masculine qui fait penser à celle de Étienne, de Bouli et des autres dans Un éléphant ça trompe énormément, par exemple. Donc quand on voit ces films-là, on est à la fois ce sont des situations drôles et ce sont des situations crédibles du quotidien, mais il y a cette écriture de Dabadi qui met la vie au-dessus de la vie. Voilà. Ouais. C'est un type qui nous élève et pourtant ces personnages, on s'y reconnaît, mais alors immédiatement. Et ça me navre parfois dans les films quand les auteurs pensent que pour faire vrai, il faut que les gens parlent comme dans la vie. Mais non. Mais non. Moi, si je vais au théâtre, si je vais au cinéma, c'est pour que
que la vie soit plus belle. Et cette écriture, moi voilà, si je peux m'approcher d'un modèle, ça serait dans mes dialogues qu'on ait l'impression d'entendre les personnages d'Yves Robert, de Claude Sautet, de Jean-Paul Rapneau, tous ces cinéastes là, grâce à Dabadi, puis à d'autres auteurs, mais enfin je parle de Dabadi qui nous embarque, quoi. C'est d'une élégance et d'une finesse, c'est extraordinaire. Laurent Terzieff disait donc à propos du théâtre, le théâtre n'est pas ceci ou cela, c'est ceci et cela. Toi, est-ce que tu arrives à dire, et je sais que tu vas me le dire, est-ce que tu arrives à aller au bout de cette phrase, le théâtre c'est? Bah, du coup, oui, parce que dans Replay, dans l'écriture de Replay, je me suis évidemment posé la question et je suis arrivé à cette réponse. Le théâtre, c'est aller voir ailleurs si j'y suis. Qui a dit « Je suis toujours surpris que les gens prennent sérieusement ce que je dis, je ne me prends même pas au sérieux ». C'est quelqu'un de très perspicace. C'est le même qui a dit « Les gens sont idiots, personne ne lit, personne ne sort, ne regarde et n'explore la société et la culture qu'on leur apporte. Les gens ont une capacité d'attention de 5 secondes et la profondeur d'un verre d'eau. » Alors, je suis moins d'accord. Je sais pas qui est-ce. C'est David Bowie. C'est David Bowie qui a dit ça. Mais David Bowie... Ah, ça y est. On parle de Bowie, là, ça va durer des heures. Je ne pouvais pas ne pas en parler. Non, je ne pouvais pas ne pas en parler parce que toi, je pensais que j'étais un très grand fan de Bowie et je t'ai rencontré et j'ai compris que j'étais en division d'honneur. Non, mais je suis pas sûr de ça. Les citations de Bowie, alors c'est toujours marrant parce que je pense que si on devait lire toutes les interviews de Bowie au fil des années, on pourrait. Absolument. Et il passe son temps à se contredire. Alors, du point de vue des citations, on peut se dire que c'est de l'inconstance. Sauf que, musicalement et artistiquement, il a fait la même chose. Il a passé son temps à se contredire. Alors, c'est péjoratif, le terme se contredire. Alors, mais pour le coup, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a constamment essayé d'aller voir, lui aussi, ailleurs s'il y était. Et c'est ce qui me bouleverse complètement chez Bowie. L'artiste, le chanteur, le musicien, le comédien, même s'il n'a pas toujours été bien employé, l'auteur, même si on a parfois la bêtise de dire que Bowie n'est pas un grand parolier, ça c'est quand même très bête. Mm-hmm. C'est quelqu'un qui s'est toujours constamment remis en question, remis en danger, et qui a toujours eu l'intelligence de prendre ce qu'il y avait de bon chez les autres. Moi, au moment où je te parle, j'ai 5 posters de Bowie en face de moi. Il y a quelques dates comme ça dans ma vie. Le 11 septembre 2001, je savais ce que je faisais. Au moment où j'ai vu les avions arriver dans les tours. Et le 10 janvier, 2 ans. 2016. Je savais je me rappelle très bien comment je me suis retrouvé au bord de mon lit avec un copain qui m'avait envoyé un petit message à 7h du matin sur Twitter en me disant je suis désolé pour toi, Lilian, qu'est-ce qu'il me raconte? Et lorsque j'ai découvert Bowie, je me souviens, ma nana de l'époque m'a regardé et je pense qu'elle a eu l'impression qu'on venait de m'apprendre la mort de mon père. Oui, moi c'est via Twitter aussi, mais c'est un tweet de Duncan Jones, donc le fils de David Bowie, dont le vrai nom est Zoe Jones, mais qui se fait appeler Duncan Jones, qui est cinéaste, que je suis sur Twitter. Et il avait tweeté une photo de lui et de son père en mettant un message. Non, mais c'est tristement vrai. Ce que vous avez entendu est tristement vrai. Et je ne comprenais pas le tweet. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Puis en voyant les réponses sous le tweet, je me dis, mais qu'est-ce que c'est ce délire? Mais je n'y ai absolument pas cru. Mais vraiment, je me suis dit, c'est un sens de l'humour complètement tordu, parce qu'on parle quand même d'un mois ou de la semaine précédente, il y a Black Star qui venait de sortir, chef-d'œuvre total, et c'était absolument pas possible d'y croire. Et alors quand ça a été impossible de nier l'évidence, oui, ça a été quelque chose d'assez terrible, et j'ai été très surpris de ma propre réaction, parce que je ne pensais pas que je serais autant bouleversé, et pourtant je l'ai été. J'ai appelé Simon, mon amoureux, au travail, et j'ai fondu en larmes, vraiment, j'ai fondu en larmes, et je me rappelle très bien lui dire, mais en fait, c'est stupide de pleurer comme ça pour un chanteur. Et il m'a répondu, mais non, c'est pas stupide du tout. Et il avait raison, c'est pas stupide du tout. Et ce jour-là, j'ai écrit une petite phrase. J'ai écrit
c'est faux, David Bowie n'est pas mort. C'est David Robert Jones qui est mort, mais David Bowie, il est clairement immortel. On termine avec des petites questions et des réponses aussi rapides. Si tu gagnes au loto, quelle est ta réaction ? Je vérifie si c'est vrai. Y a-t-il eu un livre ou un film ou une chanson qui a changé ta vie ? Oui, les trois, sans doute. En livre, ça sera Pierre Desproges. Ça sera les écrits de Pierre Desproges, tous ces écrits que j'ai découverts à l'adolescence. En chanson, c'est évidemment les chansons de David Bowie, toutes, même les pas bonnes, parce qu'il y en a. Et en film, ce sont les films de Louis de Funès que je regardais à 6 ans, multidiffusés à la télévision, où je voulais absolument faire ce que faisait le monsieur à l'écran. Si tu n'écrivais pas, tu ferais quoi ? Je m'ennuierais encore. Quel est ton plus bel échec ? Mon plus bel échec, c'est d'avoir été incapable de tomber amoureux jusqu'à mes 35 ans. Ton endroit préféré au monde ? Celui où je peux me poser et écrire. T'aurais pu dire les bras de Simon. Enfin, je voulais que la fille soit là, mais c'est pas. Les bras de Simon me suivent, j'espère, et me suivront encore longtemps. Mais ils font pas le tour de mon tour de taille dont tu as parlé au début de l'émission. Il y a ce mot anglais, et j'aime bien le garder en anglais. On me dit à chaque fois pourquoi tu dis pas plutôt la devise, quelle est ta devise, mais j'aime bien le motto. Oui, moi aussi. Donc, quel est ton motto ? C'est dans le Misanthrope. Je prends tout doucement les hommes comme ils sont. J'accoutume mon âme à souffrir ce qu'ils font. Et quel est ton mot préféré ? Je vais pas dire putain parce que je sais que notre Natacha l'a dit, mais c'est vrai que je le dis beaucoup. Surtout dans le sud, on dit pas putain, on dit putain. Mais c'est un signe de... Non, c'est pas le même. C'est un signe de ponctuation. Mais sinon, j'aime bien un autre mot anglais. Alors, je l'utilise pas au quotidien, mais c'est whatever. Whatever. Quoi qu'il puisse être, quoi qu'il puisse se passer, whatever. Quelle est ton actualité en ce début d'avril ? Alors là, je suis en plein le nez dans les préparations de représentation de fin d'année de mes nombreux ateliers dont on a parlé. Donc ça va être, comme toujours, un mois de juin extrêmement dense et chargé, comme je les aime. Avant ça, au mois de mai, je vais jouer Replay à Mireval, qui est pas trop loin de Montpellier dans l'Hérault. Et que je rejouerai ensuite à la rentrée 2018 toujours dans le sud. C'est des gens du sud qui continuent à me soutenir. Et sinon, mon absence d'actualité extraordinaire pour le mois de juillet, je ne serai pas au Festival d'Avignon pour la première fois depuis une éternité, il me semble. Donc voilà, je profite du Lloydcast pour l'annoncer. En juillet, je me repose. Est-ce que tu as un site ? Est-ce qu'on peut acheter tes bouquins quelque part sur Alna Édition ? Alors j'ai pas de site, c'est qui est une absurdité complète. Ton Facebook est ouvert au public. Ouais, voilà, j'ai une page Facebook Nicolas Maury, auteur vivant, et puis je suis un livre ouvert, donc voilà, vous pouvez suivre mes bêtises sur Facebook. Lisez Nicolas Maury. C'est vraiment, c'est drôle, c'est incisif et ça se termine toujours très bien. Bon, merci à toi, Nico. Merci pour cet échange. C'est un grand plaisir, vraiment. Et je suis, vraiment, je te félicite pour cette initiative que tu as pris de ce Lloydcast qui te prend beaucoup de temps et d'énergie, mais voilà, ça te ressemble beaucoup de vouloir mettre en avant les autres. Les gens qui te connaissent mal peuvent penser que Lilian Lloyd est quelqu'un qui aime se mettre lui-même en avant. Ils ne peuvent pas plus se tromper. C'est comme ceux qui pensaient que Bowie était un vampire. Voilà. Lilian Lloyd, c'est comme Bowie. C'est quelqu'un qui va aller chercher le bon chez les autres et qui va vouloir le mettre en avant. Je vais prendre ça me fait ma journée, merci. Ça va me faire mon mois, Ça va me faire mon mois, merci Nicolas. Quant à toi la compagnie, merci pour tous les retours déjà que tu nous fais sur ces premiers épisodes. Surtout n'hésite pas à continuer à commenter là où tu l'auras entendu cet épisode-là, sur PodCloud, sur iTunes ou n'importe quelle autre plateforme, y compris sur mes réseaux sociaux et ceux de Nicolas. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, porte-toi bien. Salut la compagnie.